Nous allons parler des différents formats tels que JSON, Ajax, XML, CSV et YAML. Lorsque nous découvrons le langage JavaScript, nous rencontrons forcément plusieurs formats utiles pour transporter des données. JSON, Ajax, XML, CSV et YAML. Ces formats sont couramment utilisés dans le développement web et la gestion de données. Donc, JSON, c'est un sous-ensemble de la syntaxe JavaScript pour transporter des données et les consommer. Il s'agit d'une combinaison de requêtes, request, intégrées au navigateur et de JavaScript et HTML, DOM pour afficher ou utiliser les données. Il faut savoir qu'il est autodescriptif et facile à comprendre lorsqu'on analyse, parse des données. Ajax, quant à lui, permet de lire des données depuis un serveur web, après le chargement de la page. Donc, ça permet de mettre à jour une page web sans recharger celle-ci et d'envoyer des données à un serveur en arrière-plan. Donc, il faut savoir que ces deux-là sont étroitement liés lorsqu'on veut traiter des données. Pour XML, donc Extensible Markup Language, c'est un format de balisage hiérarchique qui est conçu pour décrire les données de manière structurée et extensible. Bien que plus détaillé, il reste lisible pour les humains et est largement utilisé dans les échanges de données entre systèmes. CSV, Comma Separated Values, c'est un format simple pour représenter des données tabulaires sous format de texte, où chaque valeur est séparée par une virgule. Ce format, en fait, il est couramment utilisé pour l'exportation et l'importation de données en différents systèmes, notamment les bases de données et les tableurs. YAML, YAML Ain't Markup Language, c'est un format lisible et hiérarchique qui est utilisé pour la configuration et le stockage de données. Il est apprécié pour sa simplicité d'écriture et de lecture, tout en offrant une grande flexibilité dans la représentation des structures de données. Maintenant, on va parler du format JSON. Qu'est-ce que JSON? Qu'est-ce que JSON? JSON, ça signifie JavaScript Object Notation. Il s'agit d'un format à texte brut pour stocker et transporter des données légères entre ordinateurs. Il s'agit d'un langage indépendant, car dérivé de la syntaxe du JavaScript Object Notation. Le code pour lire et générer du JSON existe dans de nombreux langages de programmation. Donc là, c'est un exemple, une chaîne string de JSON, où on a name, Charles, entre guillemets bien sûr, age 30 et car nul. Donc c'est un exemple d'objet avec 3 propriétés. Chaque propriété donc a sa valeur. Si on parse, donc analyse la chaîne JSON avec un exemple JavaScript, on peut accéder aux données en tant qu'objet. Donc par exemple, là on a donc toujours pareil, un exemple très similaire au précédent. Mais pourquoi JSON? Pourquoi utiliser JSON? Le format JSON est syntaxiquement similaire au code de création d'objets JavaScript. Pour cette raison, un programme JavaScript peut facilement convertir des données JSON en objets JavaScript. Depuis que le format est de texte brut uniquement, les données JSON peuvent facilement être envoyées entre ordinateurs et utilisées par n'importe quel langage. JavaScript a une fonction intégrée pour convertir les chaînes JSON en objets JavaScript. La fonction JSON.parse avec des parenthèses. JavaScript a également une fonction pour convertir un objet en chaîne JSON. La fonction JSON.stringify avec des parenthèses, comme vous pouvez le voir ici. Maintenant, parlons un peu du stockage des données. Le stockage de données, il faut savoir que lors du stockage des données, les données doivent être dans un certain format. Et que, quel que soit l'endroit où vous choisissez de les stocker, le texte est toujours l'un des formats légaux. JSON rend possible de stocker des objets JavaScript sous forme de texte.
Il y a tout de même des points importants à retenir. Nous pouvons recevoir du texte pur depuis un serveur et l'utiliser comme un objet JavaScript. Envoyer un objet JavaScript à un serveur au format texte pur et travailler avec des données en tant qu'objet JavaScript sans analyse ni traduction complexe. Concernant la syntaxe JSON. La syntaxe JSON, donc la syntaxe JSON, c'est un sous-ensemble de la syntaxe JavaScript. Il faut savoir qu'il y a 4 règles de la syntaxe. Les données sont dans des paires non-valeurs. Les données sont séparées par des virgules. Les accolades contiennent des objets. Les crochets contiennent des tableaux. Une paire nom/valeur se compose d'un nom, de champ, entre guillemets double, suivi de 2 points, suivi d'une valeur. Le format JSON est presque identique aux objets en JavaScript. Les clés doivent être des chaînes écrites avec des guillemets. Donc là, par exemple, on a une chaîne au format JSON, ici. Et là, on a un objet en langage JavaScript. Donc comme on peut le voir, c'est très ressemblant. Le type de fichier pour les formats JSON est en .json. Par exemple, en JavaScript, ça serait .js, en HTML, .html et en JSON, .json. C'est logique. Les valeurs JSON, maintenant. Dans JSON, les valeurs doivent être de l'un des types de données suivants. Une chaîne string, un nombre number, un objet object, un tableau array, un boolean avec true ou false et nul. C'est la dernière possibilité. Dans JavaScript, les valeurs peuvent être toutes les valeurs que je viens de citer précédemment, plus toute autre expression JavaScript valide, y compris une fonction telle qu'une date et undefined par exemple. Maintenant, on va faire un comparatif entre JSON et XML. JSON versus XML. JSON et XML peuvent être utilisés pour recevoir des données d'un serveur web. Les deux présentent des spécificités non négligeables pour rédiger et de ce fait transporter des données de la façon la plus claire qui soit. Donc voici un exemple. Les exemples JSON et XML suivants définissent tous deux un objet employees avec un tableau de 3 employés. Voilà. Donc là, comme on peut le voir, ici on a la partie JSON et la même chose en XML. Ces deux exemples mettent en avant que le JSON est comme le XML parce que autodescriptif, hiérarchique. Valeurs dans des valeurs peuvent être analysées et utilisées par de nombreux langages de programmation. Ils peuvent également être récupérés avec un XML HTTP request. Aussi, ces deux exemples démontrent que le JSON est différent du XML parce que JSON n'utilise pas les balises de fin. Il est plus court, plus rapide à lire et à écrire et peut utiliser des tableaux. Surtout, la plus grande différence est que XML doit être analysé, parse, avec un analyseur, parser, XML. JSON peut être analysé avec une fonction JavaScript standard. Mais attention, des points à retenir, XML est plus difficile à analyser qu'un JSON. JSON est analysé dans un objet JavaScript qui est prêt à l'emploi. Maintenant, voyons les types de données JSON. Les types de données JSON. Donc, les chaînes de caractères, les chaînes de string, pardon, dans JSON doivent être écrits avec des guillemets doubles. Les nombres, number, dans JSON doivent être des entiers, integer, ou une virgule flottante, floating point. Les valeurs dans JSON peuvent être des objets, object, tableau, array, des booleans, true, false, ou peuvent être nuls. C'est tout à fait possible. Maintenant, comme on peut le voir, on a un exemple avec les types de données. Donc là, on a number, donc avec l'âge 30. On a un objet JSON, un tableau. On a le booléen, etc. Et là, on a nul.
Mais attention, les objets en tant que valeur dans JSON doivent suivre la syntaxe JSON. JSON parse, JSON Streify, stocker des données, c'est une utilisation courante de JSON qui consiste à échanger des données vers depuis un serveur web. Lors de la réception de données d'un serveur web, les données sont toujours une chaîne. Analyser les données avec JSON.parse et les données deviennent un objet JavaScript. Aussi, convertissez un objet JavaScript en chaîne avec JSON.stringify. Il faut savoir aussi, par contre, que lors du stockage de données, les données doivent être dans un certain format et quel que soit l'endroit où on choisit de stocker le texte, est toujours l'un des formats légaux. JSON permet de stocker des objets JavaScript sous forme de texte. Attention, les objets date ne sont pas autorisés dans JSON. Si on doit inclure une date, il faut l'écrire sous forme de chaîne. On peut le reconvertir en un objet date ultérieurement. Aussi, on doit éviter d'utiliser les fonctions dans JSON. Les fonctions perdront leur portée et vous devrez utiliser eval, donc EVAL avec des parenthèses, comme on peut le voir ici, pour les reconvertir en fonctions. Maintenant, voyons voir les serveurs JSON. Donc, on peut faire une requête JSON au serveur en utilisant une requête Ajax. Tant que la réponse du serveur est écrite au format JSON, on peut utiliser et analyser la chaîne dans un objet JavaScript. Il faut utiliser XML HTTP request pour obtenir des données du serveur. Lors de l'utilisation de JSON.parse, sur JSON dérivé d'un tableau, la méthode renverra un tableau JavaScript au lieu d'un objet JavaScript. Maintenant, on va voir Ajax. Qu'est-ce que Ajax? Ajax signifie Asynchronous JavaScript and XML. Il ne s'agit pas d'un langage de programmation. C'est une combinaison de requêtes request intégrées au navigateur et de JavaScript et HTML DOM pour afficher ou utiliser les données. L'acronyme peut prêter à confusion, donc attention, malgré son nom, Ajax peut transporter des données XML, mais également d'autres formats de texte comme le JSON ou TXT. Donc là, on peut voir un exemple avec le navigateur, le serveur, le navigateur où ça renvoie les informations. Donc un événement se produit, ça crée un objet, ça envoie, ça traite, ça crée une réponse qui renvoie et là c'est reçu. Mais au final, comment fonctionne Ajax? Pour répondre à ces questions, donc là, voici un schéma. Un événement a lieu dans le navigateur. Une requête HTTP est créée et envoyée au serveur. Le serveur traite la requête HTTP, génère une réponse et envoie les données en retour au navigateur. Les données envoyées par le serveur sont lues par JavaScript et la page est mise à jour. XML HTTP. La pierre angulaire d'Ajax est l'objet XML HTTP request. Tous les navigateurs modernes le prennent en charge. Il peut être utilisé pour changer des données avec un serveur en arrière-plan. Cela signifie qu'il est possible de mettre à jour des parties d'une page web sans recharger la page. Aussi, il faut savoir que, pour des raisons de sécurité, les navigateurs n'autorisent pas l'accès entre les domaines. Cela signifie que la page web et le fichier XML ou texte qu'elle tente de charger doivent se trouver sur le même serveur. Si vous souhaitez charger des fichiers XML, ils doivent se trouver sur votre propre serveur. Pour envoyer une requête à un serveur, nous utilisons la méthode open avec des parenthèses et send avec des parenthèses de l'objet XML HTTP request. En utilisant soit get ou post, il faut savoir que get est simple et plus rapide que post et peut être utilisé dans la plupart des cas. Pour autant, il faut toujours utiliser post lorsqu'un fichier en cache n'est pas une option, mettre à jour un fichier ou une base de données sur un serveur.
Envoyer une grande quantité de données au serveur, POST n'a pas de limitation de taille, et envoyer des entrées utilisateurs, qui peuvent contenir des caractères inconnus, POST est plus robuste et sécurisé que GET. Qu'est-ce que XML? XML, Extensible Markup Language, est un langage de balisage qui permet de décrire des données de manière structurée et hiérarchique. Contrairement à d'autres formats de données, XML est extensible, ce qui signifie qu'on peut créer ses propres balises pour répondre à des besoins spécifiques. Les caractéristiques de XML. On a sa lisibilité, bien plus détaillée que des formats comme CSV, XML est conçu pour être lisible par les hommes. Il est extensible. On peut définir ses propres balises pour représenter les données hiérarchiques et spécifiques, dans son domaine. Hiérarchie. Les données sont organisées de manière hiérarchique, ce qui facilite la représentation des relations entre les éléments. Support Unicode. XML prend en charge tous les caractères Unicode, ce qui permet de représenter les données dans différentes langues. Attention, bien que XML soit extensible et flexible, sa complexité peut rendre le traitement des données plus lourd, et surtout pour les grandes quantités de données. Syntaxe XML. Donc la syntaxe de base. Il faut savoir que les balises, donc les données, sont encapsulées dans des balises. Une balise commence par un chevron ou franc. Donc, par exemple, si on prend people, c'est ainsi. Et se termine par un chevron fermant, comme ceci. Les balises peuvent être imbriquées. Donc on a un exemple d'un XML simple. Donc c'est une personne. Là on a people, avec dedans personne, une seconde personne, etc. La balise racine, c'est people, qui contient plusieurs balises. Donc c'est personne, ici et ici. Chaque personne a des balises d'enfant pour les informations personnelles. Concernant les attributs, XML permet également d'utiliser des attributs pour stocker des informations supplémentaires dans les balises. Donc par exemple, ici, l'attribut ID fournit une information supplémentaire sur la personne. Niveau commentaires. Les commentaires en XML commencent par un chevron, point d'exclamation, comme on peut le voir ici, et on a deux tirets, et se terminent par tiret-tiret, chevron fermant. Ils sont utilisés pour annoter le code sans affecter le traitement des données. Au niveau de l'espace des noms, donc XML utilise des espaces de noms pour éviter les conflits entre des balises de même nom, mais de contextes différents. Les espaces de noms sont définis à l'aide de l'attribut XMLNS. Donc par exemple, alors là j'en ai pas de noté ici, mais si on prend people xmls.fr et qu'on met un lien d'URL entre guillemets, on peut ensuite annoter ici sur les côtés avec fr et préciser. Donc par exemple, people c'est un grand conteneur qui contient des informations sur des personnes. Si on lui rajoute xmlns.fr égale avec des guillemets, ça signifie que les éléments qui commencent par fr viennent d'un endroit spécifique. C'est comme un badge qui dit ces éléments sont des personnes particulières. fr.personne, ça représente une seule personne. Dans ce cas, par exemple, là, ça serait la personne Alice. fr.name Alice, c'est le nom de la personne. Donc ici, on est sûr que c'est Alice. Pareil pour l'âge, etc. Pour l'utilisation de XML. Donc XML est largement utilisé dans de nombreux domaines. Donc le web service, donc utilisé dans le format comme SWAP pour l'échange de données entre applications, donc SOAP. Fichier de configuration, utilisé pour configurer des applications et des systèmes. Stockage de données, utilisé pour représenter des données structurées, par exemple dans des bases de données NoSQL. Attention, bien que XML offre de nombreux avantages, il présente également des inconvénients. Il est essentiel de les considérer avant de choisir XML pour le projet. Et justement, les avantages et inconvénients, donc avantage, c'est extensible et flexible,
Ça permet une représentation riche de données. Ça supporte les structures hiérarchiques et les relations complexes. C'est largement utilisé et soutenu par de nombreux outils et technologies. Pour les inconvénients, c'est plus verbeux que d'autres formats comme JSON ou CSV, ce qui peut entraîner des fichiers plus volumineux. La complexité peut rendre le traitement des données plus lourd, surtout pour les grandes quantités de données. Pour aller à l'essentiel, XML c'est un format puissant et flexible pour représenter des données structurées. Sa capacité à être étendue et sa prise en charge des hiérarchies complexes en font que c'est un choix vraiment très populaire dans de nombreux domaines et contextes, notamment pour les web services et le stockage de données. En maîtrisant la syntaxe et caractéristiques d'XML, on est en mesure de l'utiliser efficacement dans nos projets. Il faut cependant s'assurer de bien peser les avantages et les inconvénients d'XML en fonction des besoins spécifiques avant de les utiliser dans le projet. Le format CSV. Donc, qu'est-ce que le CSV? Le format CSV, Comma Separated Values, c'est un format simple qui est utilisé pour stocker des données tabulaires, en ligne et colonne, dans un fichier texte. Chaque valeur, dans une ligne, est séparée par une virgule, ou un autre délimiteur, comme un point-virgule, par exemple. Les fichiers CSV ont généralement l'extension .csv et sont associés au type MIME text/CSV, donc M-I-M-E en majuscule. Donc, caractéristique du CSV, simplicité. CSV, c'est un format très simple, facilement lisible et écrivable par les humains et les machines. Interopérabilité. De nombreux programmes, tels que les tableurs, Excel, Google Sheet, etc. et les bases de données peuvent facilement importer et exporter des fichiers CSV. C'est un format léger. Les fichiers CSV sont généralement de petite taille, car ils ne contiennent pas d'entête ou de balises supplémentaires, comme d'autres formats XML ou JSON, si on fait un comparatif. Pour ce qui est de la syntaxe de base, la structure des fichiers. Chaque ligne de fichier représente un enregistrement, et chaque champ dans un enregistrement est séparé par un point-virgule. Exemple d'un fichier CSV simple. Donc là, on a name, age, city, et on a les informations juste en dessous. La première ligne donc, contient les entêtes, comme je viens de le dire, nom, âge, ville. Les lignes suivantes contiennent les données pour chaque enregistrement. Le type de données. CSV ne définit pas de type de données strict. Tout est traité comme des chaînes de caractères. Cependant, les valeurs peuvent représenter différents types. Les nombres, 1, 2, 3, 45.67. Le texte, entre guillemets, Alice, Bob. Les dates, entre guillemets, 2024-10-10. La gestion des valeurs avec des délimiteurs. Les valeurs contenant des virgules. Si une valeur contient une virgule, elle doit être entourée de guillemets. Donc par exemple, Alice, virgule, B. Par exemple, supposons que B soit son nom de famille, ici. On doit mettre entre guillemets les deux. Donc, valeur contenant des guillemets. Pour inclure des guillemets dans une valeur, il faut les doubler. Donc par exemple, The King, on double, ici. Concernant les commentaires dans les fichiers CSV. CSV ne supporte pas nativement les commentaires. Mais certains logiciels permettent d'utiliser un symbole de commentaire, comme le dièse par exemple, au début d'une ligne pour ignorer cette ligne. Cependant, ça n'est pas standardisé et ne peut être pris en charge par tous les outils. Donc, il faut faire attention. L'utilisation de CSV. CSV est utilisé dans divers contextes. Importation et exportation de données, pour échanger des données entre différents systèmes ou applications. La base de données, souvent utilisée pour importer ou exporter des tables de base de données. Analyse de données. Les outils de sciences de données et de statistiques peuvent lire et écrire des fichiers CSV pour l'analyse. Attention, bien que CSV soit simple et léger, il ne convient pas aux structures de données complexes. Assurez-vous bien que vos données peuvent être représentées de manière tabulaire avant d'utiliser ce format.
Niveau avantages et inconvénients. Pour les avantages, c'est un format simple et léger, facile à créer et à modifier. Il est largement supporté par de nombreux outils et langages de programmation. Il est idéal pour des données tabulaires simples. Inconvénients, pas de support pour les structures de données complexes, comme les objets imbriqués. Les types de données ne sont pas explicitement définis, ce qui peut mener à des ambiguïtés. Les valeurs contenant des virgules ou des guillemets nécessitent de traiter des traitements spéciaux. Pour faire une petite synthèse, donc CSV, c'est un format de fichier plutôt simple et efficace pour représenter des données tabulaires. Sa facilité d'utilisation et sa large adoption en font un choix qui est très populaire pour l'échange de données, en comprenant la structure et les spécificités du format CSV. On peut l'utiliser efficacement dans des projets d'importation et d'exportation de données. Concernant YAML maintenant, qu'est-ce que c'est YAML? YAML Ain't Markup Language, c'est un format de données lisible pour l'homme, utilisé pour représenter des informations sous forme de texte. Il est souvent utilisé pour configurer des fichiers, stocker des données et échanger des informations entre applications. Il permet des types de données personnalisées, mais il prend en charge nativement des scalaires, tels que des chaînes, des nombres entiers et flottants, des listes et des tableaux associatifs. L'extension de fichier officielle recommandée par le fichier YAML est .yaml, Y-A-M-L. Depuis 2006 et en 2024, le type MIME, M-I-M-E en majuscule, application/YAML a été finalisé. Caractéristiques de YAML. Sa lisibilité. YAML est conçu pour être facilement lisible et compréhensible par les humains. Structure hiérarchique. Les données sont organisées de manière hiérarchique, ce qui facilite la représentation des relations entre les éléments. Support Unicode. YAML accepte tous les caractères Unicode, sauf certains caractères de contrôle, mais ça c'est un peu particulier. Encodage flexible. Il peut être encodé en UTF-8, UTF-16, UTF-32, bien que l'UTF-32 ne soit pas obligatoire. Il est nécessaire pour la compatibilité JSON. Syntaxe de base. Indentation. L'indentation est cruciale en YAML. Elle détermine la structure hiérarchique des données. Utiliser des espaces, pas des tabulations. Clé-valeur. Les données sont représentées sous forme de paires clé-valeur. Donc là, on a un exemple. Name Jean, âge 30. Les listes sont définies en utilisant des tirets, comme on peut le voir ici avec des fruits. Les objets sont définis par des indentations. Donc là, on a un exemple. Ici. Pour ce qui est des types de données, YAML prend en charge plusieurs types de données. Chaîne de caractères, texte simple, avec ou sans guillemets. Les nombres, entiers ou flottants, booléens, true ou false, nul, qui est représenté par une tilde, donc c'est-à-dire la vague espagnole. Exemple, donc on a le produit, ici, avec plusieurs types de données. Donc, comme on peut le voir, nul, ça peut s'écrire ainsi, ou alors la tilde, comme je l'ai dit. On a les commentaires. Les commentaires sont indiqués par le symbole dièse. On a les documents multi-documents. Donc YAML permet de définir plusieurs documents dans un même fichier en utilisant les 3 tirets pour séparer les documents. On peut le voir là. YAML est utilisé dans divers contextes. Les fichiers de configuration. Donc par exemple, pour des applications comme Docker, Kubernetes, etc. Les échanges de données, il est utilisé pour transmettre des données entre systèmes ou services. Les tests et développement, dans les frameworks de test pour configurer les données de test. Attention, bien que YAML soit lisible et flexible, la dépendance à l'indentation signifie que des erreurs peuvent facilement survenir si l'indentation est incorrecte. Il faut toujours vérifier l'indentation pour éviter des problèmes de parsing. Concernant ces avantages et inconvénients, facilité de lecture et d'écriture pour les avantages, prise en charge des structures de données complexes, moins détaillées que d'autres formats comme XML. Inconvénients, la dépendance à l'indentation peut entraîner des erreurs si mal gérées, peut être moins performant que d'autres formats
pour le traitement de grandes quantités de données. Synthèse. YAML est un format puissant et flexible pour la représentation des données. Il est idéal pour la configuration et les échanges d'informations. Sa lisibilité et sa simplicité en font vraiment un choix populaire dans de nombreux domaines. En maîtrisant la syntaxe et les caractéristiques de YAML, on est en mesure de l'utiliser efficacement dans différents projets. Donc voici un tableau comparatif de JSON, XML, CSV et YAML, comme on peut le voir. Donc on est au niveau de la complexité. Donc JSON moyen, XML élevé, CSV faible et YAML moyen. La lisibilité, la structure complexe, l'utilisation principale et les performances. Donc je vous laisse quelques minutes pour lire ceci. Maintenant pour conclure. Donc l'utilisation d'Ajax, Asynchronous JavaScript and XML, est une technique de programmation qui a révolutionné le développement des applications web modernes. Ces techniques permettent de mettre à jour dynamiquement les contenus des pages web sans avoir besoin de recharger complètement, offrant ainsi une expérience utilisateur plus réactive et plus fluide. L'objet XML HTTP Request en JavaScript permet de créer des requêtes HTTP asynchrones depuis une page web vers un serveur web. Ça a rendu possible l'utilisation d'Ajax. Ça signifie que la page web peut renvoyer des requêtes au serveur sans que l'utilisateur ait à quitter la page ou à attendre une nouvelle page pour voir les résultats. En combinant Ajax avec les technologies du web, telles que HTML, CSS et JavaScript, les développeurs peuvent créer des interfaces utilisateurs riches et dynamiques sans sacrifier la performance ou la qualité de l'expérience utilisateur. L'utilisation d'Ajax est assez courante dans de nombreux domaines d'applications, tels que les réseaux sociaux, les applications de messagerie, les outils de collaboration en ligne, les jeux, etc. Dans ces applications, Ajax est utilisé pour charger des contenus dynamiques, envoyer des messages, effectuer des recherches, soumettre des formulaires et mettre les données de manière asynchrone. Donc voilà, là vous avez vraiment eu une panoplie complète sur tous les formats les plus utilisés du moins. Donc je vous encourage à les tester sur un petit projet.